Olivier, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on avait commencé par ta réponse Oui, à des remarques euh, violentes à ton égard sur le thème justement de la violence. tout à fait. Oui, Est-ce que tu peux continuer là-dessus? voilà, mais enfin, je ne veux pas jouer à la victime, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de chefs d'accusation contre la philosophie voyou, notamment celui de la violence. Et, et dans la bouche des gens, c'est ben, en gros ce type ne connaît pas la violence, d'où il sort, enfin quoi s'agit-il. Et puis un autre argument qui dit oui mais enfin même s'il connaît la violence, c'est affreux cette philosophie, c'est cruel, c'est inadmissible. Je voudrais simplement dire que c'est une option purement réaliste. L'idée est vraiment de dire plutôt que de fuir la violence et d'observer son retour de manière inopinée, comme ça, par surprise, eh bien, cultivons-la, comme on cultive un potager, qu'on surveille, on établit une espèce de règles, des lignes, on jugule, on irrigue et on contrôle, on surveille. Donc il y a une sorte de contresens qui consiste à dire le philosophe voyou, c'est que le voyou. Et comme je m'évertue à le répéter, le philosophe voyou, c'est un philosophe et il a dans son sang du sang voyou. Mais il n'est pas là. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de raisonnable. Euh, et par conséquent, on contrôle cette violence. Alors, je fais vraiment un appel sur cette question. Attention, si vous êtes dans le déni pur et simple de votre intériorité, de cette violence, de la testostérone pour les hommes, de l'hystérie pour les femmes, eh bien, faites attention, ça risque de se retourner contre vous. Hein. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Euh, D'autre part, cette idée que le mal eh bien, finit toujours par vous rattraper. C'est pour ça que ce que je voulais dire à l'instant, c'est je conçois ça comme un vaccin. Hein, à un moment donné, on a découvert que en inoculant un petit peu du mal à l'intérieur d'un organisme, on finissait par survivre à la maladie. Je pense sincèrement que la cruauté, la violence est une sorte de maladie dont l'humanité n'arrive pas à se défaire. J'aimerais bien qu'on puisse vivre en paix. Hier soir, je relisais un texte de Camus, Nos, qui est magnifique. Et après avoir lu ce texte, on ne peut pas s'empêcher d'aimer la vie et on ne peut pas s'empêcher de détester la mort. Mais d'un autre côté, eh bien, soyons réalistes, la violence ne disparaîtra jamais. Donc, dans cette optique-là, vaccinons-nous. Et c'est pour ça que j'introduis le close combat, la pratique de la violence dans nos existences pour pouvoir la maîtriser. Une violence canalisée, donc. Et pour parler tout à fait d'autre chose, euh, voyons maintenant les gens, les Oui, philosophes. tout à Ok. fait. Ouais. Et, Passons à la rubrique et philosophe vivant. philosophe contemporain, disons, Oui, puisque celui-ci est mort, on en a vaguement parlé, conversation de couloir, maintenant conversation cinématographique, si on veut, oui. visuelle, sur Jean-François Revel. Ah, Jean-François Revel, tout à fait. Alors, Jean-François Revel, on sait, en gros, hein, quand on sait peu de choses, mais quand on sait un peu quand même, académicien, lettré, philosophe, auteur, libéral de droite, Oui, disons-nous, c'est comme ça qu'on, à peu c'est près. comme ça qu'on le Hein. classe. Oui, qui, à mon Et, avis, il aimait bien et à se ranger. épicurien, Oui, hein, on sait aussi bien sûr. qu'il aimait boire et manger. Oui, son ventre trompe pas. Alors, de là, pourquoi est-ce que tu veux le réactualiser aujourd'hui? Voilà, ben, j'aimerais bien qu'on considère Jean-François Revel comme un philosophe. Alors, comme il est de droite, eh bien évidemment, il sort du sérail. Alors, il a fait Normal Sup. Alors, c'est ce qui, quand même, lui confère une certaine aura. On l'a admis à l'Académie française. Là aussi, c'est un bon point pour notre ami. Mais d'un autre côté, il ne rentre pas dans le sérail des philosophes. Donc, sa droititude est un problème. Mais aussi, je pense que le premier problème vient lorsque il écrit Pourquoi des philosophes ou lorsqu'il va écrire un livre, Descartes inutile et incertain. Alors, Pourquoi des philosophes est un excellent livre, je le conseille à tous nos auditeurs.
Et dans ce livre, il attaque bille en tête, par exemple, Freud, enfin le freudisme, le lacanisme, bien avant mon cher maître Michel Onfray. Il tire à boulet rouge sur Bergson, et bien évidemment, bon, il anticipe, puisque c'est avant, il anticipe, je crois que c'est 53, il anticipe les nouveaux philosophes avec Bernard-Henri Lévy, Glucksmann et les autres. Donc ça me semble quelqu'un de très intéressant déjà parce que en fait il se pose la question de est-ce que la philosophie est toujours de la philosophie? Et il fait une ligne de partage dans ce livre entre le moment, enfin à partir du moment où il le fait partir de Kant, mais à partir du moment où tout à coup la philosophie se démarque de la science, parce qu'il est extrêmement rationaliste, et progressivement commence à pencher vers la littérature. Et sa thèse, on peut l'aimer, on peut la refuser, mais sa thèse est que la philosophie s'inspire de la littérature, discrètement, sans le dire, subrepticement, et qu'elle ne dit rien, mais qu'elle va lui pomper tout son sang. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est ni plus ni moins la thèse de Michel Onfray dans son Crépuscule d'une idole. Lorsqu'il dit Freud n'est pas un scientifique, Freud n'est qu'un philosophe ou un littérateur. Et lorsqu'il souligne que Freud a le prix Goethe qui récompense les œuvres littéraires, on est dans ce même constat. Lorsqu'on constate que Bergson a eu le prix Nobel de littérature, on est dans le même constat, c'est-à-dire que la philosophie se coupe de ses racines entre guillemets scientifiques pour aller vers la littérature, entre guillemets, sans jamais bien évidemment l'avouer. Et c'est là pour lui le problème. Philosophe, voilà, avouez-le, et cultivez, si vous voulez, les sources que vous puisez dans la littérature. Deuxième point sur Revel, et donc je reviens à l'idée de droite, c'est que ce qui me plaît, c'est un philosophe qui, à un moment donné, va dire, très tôt, ni Marx ni Jésus. C'est un de ses bouquins qu'il a rendu célèbre. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un de droite, un intellectuel de droite, qui n'est ni un catho, parce que souvent on vous dit bah, t'es de droite parce que t'es catho, et qui non plus ne souscrit pas au marxisme de mode, de son époque en tout cas, dans les années 60, 70, enfin c'est difficile de ne pas être marxiste. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un de courageux. Alors après, l'autre livre dont je voulais parler, eh bien c'est l'obsession anti-américaine. Donc c'est son éditeur qui va lui passer commande en disant voilà JF, il faut que tu me pondes un bouquin sur les États-Unis. Alors bon, il va se faire payer un petit voyage, son côté un peu parisianiste, il est quand même régulièrement invité à droite et à gauche. Mais là aussi c'est intéressant parce qu'il casse un mythe et il met à jour le problème, c'est que l'obsession anti-américaine, qui est essentiellement française, parce que par exemple elle n'existe pas vraiment en Espagne et pas vraiment non plus en Italie, mais l'obsession anti-américaine, elle puise ses sources à la fois dans le communisme viscéral qui habitait la France après la guerre, et aussi dans l'extrême droite. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'anti-américanisme, c'est un élément essentiel à la fois du discours de Le Pen, mais aussi d'une veine plus païenne de l'extrême droite, avec la nouvelle droite, Alain de Benoît, qui eux, en gros, disent tous les problèmes du monde viennent des États-Unis. Pourquoi? Parce que l'extrême droite, bien évidemment, vise Israël, l'antisionisme, l'antisémitisme. Et donc, je crois que c'est un faux procès qu'on fait aux États-Unis. Alors, comme moi, tu vis ici, et tu sais que, par exemple, il n'y a pas une Amérique, mais des Amériques. Là, nous, on est dans le Massachusetts, et dans le Massachusetts, eh bien, on a un gouverneur qui est noir. Bon, ce que je sache, Jean-Marie Ayrault ou Jean-François Ayrault, enfin, notre Premier ministre, il n'est pas noir. Bon, alors, on a Taubira, mais bon, vraiment, elle a été mise là pour faire beau, parce qu'elle est quand même assez gênante avec ces histoires d'associations et ces conflits d'intérêts. Mais en tout cas, on lui a donné une place comme ça, à côté. Donc, on a aussi dans le Massachusetts le mariage pour tous. Enfin, c'est là depuis longtemps, que je sache.
On donne des leçons aux États-Unis, alors que les États-Unis sont bien souvent beaucoup plus en avance que nous. Alors bon, Jean-François Revel ne fait pas exactement ce constat-là, mais en tout cas, je le fais pour lui, en disant arrêtons de s'obséder avec les États-Unis. D'abord parce qu'il n'y a pas de complot judéo-maçonnique, premièrement. Et deuxièmement, eh bien, il faut quand même dire que si l'Europe a sa liberté aujourd'hui, c'est bien grâce aux États-Unis. Hein. Très bien. Merci pour cette petite mise au point sur Revel. On choisit un mort maintenant? Oui. Proudhon? Oui, Proudhon. Proudhon, alors pareil, je vais faire le même constat. Proudhon au 19e siècle, un lettré plutôt qu'un homme d'action peut-être. Oui. On l'associe souvent à Bakounine, Rosa Luxembourg, la Commune, un anarchiste, le créateur du mot anarchiste, je crois. Quoi d'autre? Eh bien, je voudrais réhabiliter Proudhon comme étant plus à droite qu'à gauche. Alors, d'accord. Bon, tu me diras, ça m'arrange. Et puis, du moins pour le dépolitiser. Alors, en gros, il était l'adepte d'un socialisme scientifique. Donc, on ne peut pas véritablement en faire un homme de droite sans risquer et courir au contresens. Mais il y a un certain nombre de problèmes, notamment par exemple sur la question de la propriété. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un qui connaît 2-3 choses sur Proudhon, il te raconte que l'anarchiste Proudhon est contre la propriété. Il va te raconter aussi qu'il est contre la concurrence. Contre le pouvoir? Oui, en tout cas, il est contre le pouvoir. Enfin, en tout cas, il est contre l'État. Mais il n'est pas contre la propriété. Il y a chez lui un éloge de la propriété pour les paysans qui sont en autogestion, mais qui sont propriétaires. Il y a aussi, même si c'est contradictoire, dans la concurrence, il y a un éloge de la concurrence chez Proudhon. Donc il y a un certain nombre de points extrêmement intéressants qui font qu'on a du mal aujourd'hui à le positionner sur un échiquier politique. Et je trouve, moi, enfin bon, en tant qu'anarchiste de droite, puisque c'est comme ça que bien souvent on me classe, je trouve ça extrêmement intéressant de voir que cet homme propose une vision du monde qui est intéressante, puisqu'il dit, voilà, on peut organiser une société sans véritablement du pouvoir, mais il y a un ordre. Il y a de la propriété. Là aussi, il y a une sorte de libéralisme avec la concurrence. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. Et ce qu'on ne sait pas, parce qu'on le confond souvent avec Bakounine et les fous furieux, ce qu'on ne sait pas, c'est que, bien évidemment, Proudhon, lui, il est pour une forme d'ordre. On ne le sait pas. On fait de Proudhon un Bakounine. Mais ils se sont séparés. Ils ont séparé leur trajectoire. L'un libertaire, espèce d'anarchisme libertaire, et l'autre mène au terrorisme et à une sorte d'action directe extrêmement étatique, ou étatisée à terme, puisque, bon, s'il n'y a pas de dictature du prolétariat, il y a quand même une certaine forme de dictature, puisque quand on commence à poser des bombes et à ôter la vie des gens, là je pense qu'il y a un problème. Donc je voudrais présenter la figure de Proudhon, non pas comme étant... enfin, lui tordre le cou étant comme un philosophe de droite, mais de dire qu'il y a des choses intéressantes pour les philosophes de droite chez Proudhon. Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il rejette l'utopie. Et donc quand on lit Proudhon, on constate que l'utopie, c'est l'ennemi. Donc on est dans quelque chose d'éminemment pragmatique, d'éminemment pratique. Et par exemple, on retrouve des choses aux États-Unis qui appartiennent à Proudhon. Par exemple, les charter schools, où sous forme autogérée, des gens prennent en main leur éducation. Eh bien, on est dans une démarche proudhonienne. C'est fédératif, c'est libertaire, on fait ce qu'on veut. Food coop aussi. Oui, exactement, food coop. Et ça, pour moi... c'est un anarchisme qui me plaît, qui me séduit. Par contre, l'anarchisme qui vise à tuer le bourgeois, bon, d'abord, je me sens peut-être en danger, je me sens concerné, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent concernés, parce qu'il y a de plus en plus de bourgeois et de moins en moins d'ouvriers. Et voilà, là le problème me semble extrêmement pointu. D'accord. On change encore de sujet, on fait des vignettes bien sûr, comme exactement. Ça, change de rubrique. Voilà, parce qu'une autre rubrique de couloir dont toi et moi on avait parlé comme ça, c'est... et ça m'avait un petit peu frappé chez toi parce que tu te prétends non
critique, mais en même temps, tu voulais un retour de la censure sur certains sujets. Je croyais que j'ai dû lâcher ça dans un couloir. Voilà, sur certains sujets comme disparaître. La pornographie tout et à les fait. jeux vidéo. Ouais. Tu peux m'en parler un petit peu plus? Tout à fait. Donc je suis pour la censure si on a un État sur la question, par exemple, de la pornographie et sur la question des jeux vidéo violents. Alors, tu vois, il y a une certaine logique dans notre émission parce que on a commencé par la violence et on finit par retourner à la violence. Oui, si on a un État, eh bien, prenons la censure, puisque quand on constate ce qu'est la pornographie, j'ai fait des recherches, enfin rassure-toi, j'ai fait des recherches tout à fait safe. J'ai fait des recherches et on constate que la plus grande source d'argent sur Internet, eh bien, c'est la pornographie. On constate que 3 personnes sur 4 consultent des sites porno. Ça veut dire que, eh bien, bon, pas nous, hein, bien évidemment, mais ça veut dire que quand on croise 4 personnes, eh bien, on est sûr qu'il y en a 3 qui sont allés la veille, il y a un mois, enfin, fricoter, payer sur Internet du porno. Alors, personnellement, j'en ai rien à faire, ça me dérange pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut, et bon, s'ils veulent voir des gens s'éventrer avec leur sexe, ils font ce qu'ils veulent. Ce qui me dérange, c'est la vision de l'amour, la vision de la sexualité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a aucune liberté, puisque tous les scénarios se ressemblent. Hein, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est pas très sympathique, mais ça se ressemble à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune liberté, aucune inventivité, créativité sexuelle. Donc c'est toujours la même chose. Et aussi, qui est le grand perdant de la sexualité et de la pornographie, à mon avis, tu seras bien d'accord avec moi, c'est les femmes. Donc il faudrait quand même arrêter de dire, et je pense que ça serait un joli combat du féminisme, de proposer des films porno qui soient des films porno sympathiques, où la femme ne soit pas toujours la grande victime d'espèces de chevaux montés comme ça à l'occasion sur un plateau de cinéma, et qui, comme je le disais, éventrent leurs victimes, attirent l'haricot. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui me semble révoltant, au sens propre, c'est-à-dire que ça mériterait qu'on dise, voilà, on arrête. Et par contre, toujours le même problème, à partir du moment où on conteste la pornographie, on se fait ranger du côté de la droite. Alors pas du tout, moi je suis pour la pornographie, je serais même pour qu'on enseigne l'éducation sexuelle, la créativité sexuelle dans les écoles, parce que j'estime qu'il n'y a rien de pire que, comme le raconte Maupassant dans Une vie, un type... Julien, si ma mémoire est bonne, qui s'endort dans sa nuit de noces sur sa femme qui, la pauvre, ne comprend pas ce qui se passe. Donc, c'est pas une censure, si tu veux, essentiellement morale, j'en ai rien à faire. C'est une censure hédoniste, en gros. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on filme la misère des gens pour de l'argent, et qu'on est incapable, d'un autre côté, de proposer autre chose que ça, c'est-à-dire qu'en gros, la sodomie, la fellation, moi, ça m'inquiète. Et donc, je serais, pour l'édification, la construction de films porno qui soient, alors on dirait soft, mais qui soient intéressants philosophiquement, c'est-à-dire qu'on construit autre chose que Ils ont existé dans les années 60. Mais, exactement, mais je pense... Avec Brigitte Lahaie, etc., il y a eu toute une espèce de mouvement. Ouais. Qui a disparu avec l'arrivée de l'Internet. Tout à fait. Et pourquoi? Parce que c'est pas rentable. Bien donc sûr. voilà, donc du coup, c'est pour ça, si on a un État, censurons-le. Si on est dans une famille, eh bien, à ce moment-là, eh bien, en tout cas, moi, je suis contre l'État. Donc, on pourrait dire, ils font ce qu'ils veulent, ils vendent leurs films, mais par contre, c'est le devoir du père de famille ou de la mère de famille de dire, bon, ben, chez nous, il n'y a pas de porno. C'est le devoir des uns et des autres de dire, voilà, moi, je m'empêche de regarder du porno. Même si je suis attiré, parce que c'est normal, l'être humain, pourquoi il y a 3 personnes sur 4 qui en regardent? Parce qu'on est attiré par ça. C'est normal, c'est tout à fait justifiable, mais il faudrait trouver la force de se dire, voilà, moi je dis non, je refuse ce porno, et j'invite les gens qui regardent à se dire, ben voilà, je ferais peut-être bien de me retourner vers ma femme, ou vers mon mari, ou vers les deux, et de me dire, voilà, moi je crée une sexualité libre, je considère que c'est un bon moment, et je ne me retourne pas vers mon ordinateur à trifouiller je ne sais quoi,
dans un voyeurisme qui confine à de la perversion psychiatrique. Deuxième point de censure, si on me laissait faire, et si on laissait faire le pouvoir, ça serait sur le jeu vidéo. Et bon, alors, je ne veux pas parler de la tuerie de Newton, ni de cette fabrique franco-française de, en gros, les tueurs en série, c'est Made in America, et en gros, ce genre de gosse, c'est un produit américain. Je pense qu'en France, si c'était le cas, on pourrait très bien avoir ça, et que si on cherche bien, on l'a. Sauf que quand on a 300 millions de personnes contre 60, eh bien, c'est beaucoup plus réduit. Mais bon, c'est pas le débat. Le débat, c'est est-ce qu'on laisse les jeunes, enfin ces sociétés de jeux vidéo, vendre leurs jeux vidéo au premier venu. Parce que d'accord, c'est interdit, il y a des vignettes, il y a des signalisations, mais ça ne fonctionne pas. Et je pense, là encore une fois, et je parle d'expérience, parce que j'ai vu au tout début, en faisant des stages de close combat, dans l'armée française, où des gens m'ont raconté dans l'armée américaine, qu'ils utilisaient les jeux, par exemple Counter-Strike, à des fins pédagogiques. C'est-à-dire que le soldat est formé à l'aide de jeux vidéo militaires. D'autre part, le Pentagone finance une grande partie des films de guerre, d'une manière ou d'une autre, hein, mais il finance des films de guerre, et d'autre part, eh bien, ils sont là pour conseiller les fabricants de jeux vidéo, les créateurs de jeux vidéo. Donc c'est une véritable catastrophe, puisqu'il n'y a plus véritablement de différence entre le soldat, qui est là pour tuer des gens, c'est son métier, et de l'autre côté, eh bien, le petit adolescent boutonneux qui est enfermé dans son basement, dans son sous-sol, et qui passe sa vie à jouer à ça. Et quel est le problème? C'est que l'un sait ce que c'est la violence, c'est-à-dire que parce que c'est son métier, et parce que il a vu le sang couler, et puis l'autre ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, je reviens à notre discussion initiale, je suis pour qu'on enseigne la violence pour pouvoir la contrôler. Je suis persuadé que si on montrait à l'un de ces adeptes de jeux vidéo violents ce que c'est qu'un coup de poing dans la figure, ce que c'est d'avoir le nez cassé, ce que c'est d'avoir reçu des coups de pied, l'injustice d'un combat, c'est-à-dire que tu n'as pas ouvert la bouche, que tu as déjà pris un coup de poing, l'ignominie de la violence, c'est-à-dire 15 types qui vient et qui commence à te taper. Enfin, je pense que si on mettait un visage sur un nom, c'est-à-dire en gros la violence c'est ça, eh bien à ce moment-là, on aurait quand même une attitude beaucoup plus sage de la part de ces jeunes. C'est-à-dire que quand je tue 50 personnes en l'espace de 10 minutes, que en plus je le fais en équipe, parce que là aussi, enfin tu sais, les jeux en réseau font que c'est encore plus réaliste. Je joue contre des gens, je m'insulte à travers le téléphone, enfin tout ça fait que s'il y a un État, eh bien alors censurons ces jeux, parce qu'à quoi sert l'État? Si ce n'est à contenir la violence et à faire en sorte qu'on puisse vivre en paix. Par contre, comme l'État ne le fait pas, eh bien, moi je suis d'avis que ce soit dans la famille que ça fonctionne, et que dans les familles, on interdise ce type de jeu. Alors peut-être qu'à 18 ans, 19 ans, quand tu t'es entraîné, quand tu t'es battu, quand tu as pris des gants de boxe, quand tu connais la saveur du sang, et tu sais ce que c'est que voir quelqu'un qui souffre parce que toi, tu lui as fait mal, eh bien à ce moment-là, on peut dire, ok, maintenant tu peux jouer à des jeux violents, parce que tu sais ce que c'est la violence. Sinon, eh bien, je vois qu'une seule possibilité, la censure. Très bien. On a commencé par la violence, on termine par la violence. Voilà. Merci Olivier. Merci à toi.